Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 19e journée de championnat de Ligue de Becté. Saint-Etienne recevait les voisins clermontois et résultat final 1-0 en faveur des Stéphanois. Tout au long de l'émission, on passera des morceaux musicaux, bien sûr. Émission Rock and Foot oblige, une page altiligérienne, une page agenda, un top and flop, un coup de cœur, et on clôturera avec bien sûr les fameux coups de tête autour de la table. Toujours les deux mêmes acolytes. Salut à toi, Olivier. Salut Marco, j'ai plus de voix parce que j'ai trop crié sur l'arbitre parce qu'il n'a pas vu la main du défenseur lors du dernier match, donc j'ai plus de voix, désolé. On y reviendra effectivement. Donc bien sûr Eric, salut à toi Eric. Salut à toutes et à tous. Voilà, ça va être parti pour 55 minutes de rock and foot autour essentiellement bien sûr de l'ASSE, et on commence avec bien sûr le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour la réception du voisin clermontois, Eric Orneland a reconduit à une exception près le 11 que j'ai vu évoluer le week-end précédent lors du match amical à huis clos Geoffroy Guichard face à l'AJ Auxerre, à savoir devant l'Arseneur une défense composée de gauche à droite par Hold, Nadé, Lamba de retour et Pedro. Au milieu, le trident Jabert, Tardieu, Mouefek. Et devant, Boaquier, Stassin et El Jamali. On a assisté à une première mi-temps insipide. Il a fallu attendre plus de 20 minutes pour voir le premier tir cadré mais sans puissance de Stassin. Bien organisé, les Clermontois se sont ensuite procuré deux occasions coup sur coup par Salmier dont la reprise du droit a échappé au cadre, et surtout par Fakili qui, sur un bon service en retrait de Camblanc, buteur au match aller, a expédié au point de pénalty le ballon au-dessus. Bousculé, les Stéphanois auraient pu basculer en tête à la pause sur un centre de Pedro dévié par Mouefek sur Stassin, mais c'était sans compter sur une détente réflexe de Guy Varche. Rentré au vestiaire sous les sifflets, les Verts ont abordé la seconde période avec d'autres intentions et sont parvenus à trouver la faille sur un joli mouvement collectif initié par Pedro, relayé par Mouefek, et après s'être appuyé sur Stassin, Boaquier a fait parler la précision de son pied gauche. 1-0 donc pour l'ASS. Courte avance préservée grâce à une triple parade de l'Arseneur face à Fakili, Cantero et Camblanc. Les hommes d'Orneland auraient ensuite dû bénéficier d'un penalty pour une main flagrante de Coffrier dans la surface, mais M. Abed, qui s'était montré indulgent en adressant qu'un carton jaune à Hold pour un vilain coup de coude, n'a pas bronché, déclenchant ainsi les foudres du chaudron. Après une frappe enroulée hors cadre de El Jamali, l'entrant Belache a failli égaliser en profitant de l'attentisme de Nadé et Hold. Puis dans le temps additionnel, Aymar a manqué l'occasion de mettre le sien à l'abri en n'appuyant pas assez sa frappe alors qu'il était au 6 mètres. Victoire dans la douleur, mais victoire quand même, une première depuis fin novembre qui permet aux Verts de remonter sur le podium. Merci Eric pour ce résumé précis. La première question, vous êtes ennuyés tous les deux à Geoffroy Guichard samedi soir ou pas, Olivier? Là, je dois dire qu'en la première mi-temps, ouais, c'est vrai qu'il faisait pas chaud en plus, et on a vu une équipe stéphanoise qui n'était pas très proactive, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Eric, toi, tu t'es ennuyé au cours de cette rencontre? Oui, en première mi-temps en particulier, comme l'a dit Olivier, effectivement, donc, toujours les mêmes mots, hein, des mots récurrents qu'on avait vus la semaine précédente, même si c'était face à une équipe de Ligue 1, donc un score étriqué, un deuxième clean sheet certes, mais bon, je pense que sur la physionomie du match, les Clermontois auraient pu revenir au moins avec le match nul. On était clinique par Boaquier, après donc il y a eu des occasions de part et d'autre, mais globalement, oui, on s'est ennuyé à Geoffroy Guichard samedi. Ouais, et les staffs clermontois revient effectivement, pour eux, ils ont perdu 2 points parce que le match nul pour eux en tout cas a été équitable, et on peut leur donner raison tellement on a vu un match laborieux de la part des Stéphanois. Quoi en penser? On a fait un 0-0 dans la Sarthe la précédente journée. Là on gagne, tant mieux, hein, on gagne 1-0, mais pas avec la manière, en tout cas sans la manière. Qu'est-ce qu'on peut en penser pour cette année 2026 où on joue bien sûr la montée, hein. C'est vrai que si on change complètement, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour une fois on n'avait pas la possession, c'est suffisamment rare pour être souligné, mais j'ai l'impression que, on l'a dit ici, Orneland a un peu
ralenti, freiné sur le pressing, qui offre des opportunités à l'adversaire. Donc je sais pas si l'enjeu a tué le jeu, mais en tout cas on a vu une équipe stéphanoise bien plus prudente et qui laissait un peu beaucoup plus en tout cas le ballon à Gatien, hein, on le connaît, le numéro 6 clermontois, qui a organisé le jeu, qui a distribué, et puis petit à petit quand même on est venu un peu lui chicoter les mollets, et si bien que voilà, il est plus tout jeune et il a été obligé de sortir, et ça, on va dire que ça a bien simplifié la tâche des Stéphanois, la sortie de Gatien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vu une équipe stéphanoise bloc médian avec simplement Stassin, Boaké qui essayaient quand même. Bon, ils n'allaient pas attendre les Clermontois totalement, mais en tout cas on a vu une équipe qui voulait surtout pas enflammer la rencontre, de peur de ce qui arrive souvent, de prendre ce premier but. Et je pense qu'il y a un virage du côté de la stratégie d'Orneland. On a l'approche comme ça des derniers de la deuxième partie du championnat. On veut être sûr de pas prendre de but, et on va attendre l'adversaire beaucoup plus. On verra si on a confirmation à Reims. Je sais pas, tu as vu la même chose que moi? Ouais, le coach avait demandé à l'équipe d'être plus compacte et d'améliorer la première ligne de pressing. Moi, je trouve qu'il y a un manque de coordination à ce niveau-là, un manque de rythme, manque d'impact. Si ce n'est Jabert au milieu de terrain, manque de détermination face à une très jeune équipe clermontoise, faut le signaler. Donc, qui aurait mérité effectivement de repartir de Geoffroy Guichard avec au moins un point. Mais franchement, non, c'était très laborieux, comme tu l'as dit. On s'est ennuyé. Et voilà. Bon, l'essentiel, c'est la victoire. Ça, on va s'en contenter. Mais est-ce que sur le moyen terme, on va pouvoir continuer de produire ce genre de prestations? Pas sûr que ça fonctionne à chaque fois. Ouais, tu l'as dit, Eric, c'est une équipe jeune de Clermont, et une équipe qui est actuellement 12e de ce championnat de Ligue 2. Est-ce que vous avez trouvé ça inquiétant, vu la prestation laborieuse des Verts pendant 95 minutes? Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou non? Alors, ce genre de questions, j'ai déjà posé il y a 2 mois de ça, mais voilà, là, on est à la 19e journée de championnat, ça se resserre, et surtout, c'est Clermontois, et il y a des jeunes qui ont posé énormément de soucis à la défense stéphanoise, et on peut être mené à la mi-temps, hein, parce qu'il y a quand même une occasion clermontoise qui est énorme, hein, et de Fakili, l'ancien Stéphanois, et si on est mené à la mi-temps, il y a rien à dire. Donc, est-ce que vous trouvez ça inquiétant? Moi, je trouve que ce qui est inquiétant, c'est que, on l'avait dit, il faut juste dire quelque chose qu'on a appris samedi soir, c'est qu'il y avait 8 joueurs de moins de 22 ans au coup d'envoi dans cette équipe clermontoise, pour les raisons qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire que l'investisseur est en train de se retirer maintenant qu'il n'y a plus les droits télé, et donc ils vont faire à une ou deux exceptions près qui restent des années Ligue 1 du côté de Clermont, il reste que le centre de formation, et ces jeunes-là, ça se voit, hein, au niveau de l'efficacité offensive, ils ont raté au moins 2 occasions immanquables. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'au XG ils sont au moins, on en a raté une grosse nous aussi, hein, à la fin, mais ils sont je pense qu'ils sont pratiquement à égalité avec les Stéphanois au niveau des buts attendus. Donc sans cette jeunesse clermontoise, tu mets je sais pas, un joueur comme le Guingampais Mafuta, là, lui il marque 2 buts sur ces 2 occasions. Un joueur un peu expérimenté, il marque 2 buts. Donc en fait on doit cette victoire à l'inexpérience clermontoise, et ça c'est inquiétant. Donc il faudra faire beaucoup plus. Heureusement, il y a des signaux un peu plus des clean sheets, hein. Ça aussi c'est un sacré virage, parce que ça fait 2 clean sheets que l'on fait. Comme par hasard, ça coïncide avec l'absence de Bernauer, ça coïncide avec le retour de Chico Lamba. Donc il y a quand même des motifs d'espoir qui rassurent aussi. Donc il y a de l'inquiétude, et puis en même temps, on est en Ligue 2, on sait très bien qu'on va pas gagner tous les matchs 5-0 comme celui de Pau. Donc 6. voilà, 6-0 pardon. 4 contre 13.
Après, côté Clermontois, il manque les deux anciens Stéphanois, hein, donc 2 joueurs expérimentés, CV et Bamba. Après, oui, donc inquiétant. Le seul point positif que je vois, moi, c'est la solidité défensive qu'on a pour l'instant retrouvée. Donc, deuxième clean sheet, effectivement, avec le retour de Lamba qui a fait du bien. Et après, faut toujours manque de production en termes de jeu, quoi. Et puis les attaquants qu'on ne parvient pas à trouver, à l'image de Stassin, qui a bataillé sur les ballons, mais il n'est pas servi offensivement, même si c'est lui qui s'est créé 2 occasions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais bon, en termes de jeu, moi, je reste sur ma faim, sur le militaire à l'animation offensive, en particulier, qui laisse à désirer. Ouais, t'as dit beaucoup de choses, Eric, effectivement, mais moi, je trouve ça très inquiétant. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est des jeunes Clermontois que j'ai pu voir en Régional 1, hein, face à l'USSL, il y a quelques mois de ça, et notamment l'attaquant... Côté droit, c'est Cantero, qui a posé pas mal de soucis à Old. Mais quand tu vois que l'USSL a tenu défensivement, hein, ils n'ont pas pris de pion, à mon souvenir. Ils ont été plutôt solides défensivement, et que je vois que à peu près pas les mêmes joueurs, mais presque les mêmes joueurs posaient autant de soucis à cette équipe stéphanoise qui est incapable pendant les 45 premières minutes de créer du jeu, parce que le fond de jeu il est inexistant pendant 45 minutes. Hein. On se trouve pas, on joue à la baballe, c'est-à-dire on joue au taureau, hein, tout simplement, la passe à toi, la passe à moi, la passe à toi, la passe à moi, mais point de vue jeu, il y a absolument rien, quoi. Il y a aucune créativité, et en plus de ça, on trouve pas les attaquants. Et effectivement, on reviendra sur le cas Stassin, mais il a dézonné la plupart du temps. C'était plutôt rare. Depuis que Stassin est au club, je l'avais pas vu autant dézonner. Mais on lui donne jamais le ballon. Il a fait des appels, hein, mais on lui donne pas le ballon. Un Tardieu qui a été fantomatique une fois plus. Il apporte absolument rien, et notre Lama Viking, il le garde jusqu'au bout. C'est incompréhensible. Et il sort Mouefek alors qu'il a la période où il était meilleur. Oui. En deuxième mi-temps. Exactement. J'ai l'impression qu'il voit pas le même match, notre Viking. Moi, je suis inquiet à plusieurs points de vue, quoi. Ce qui est regrettable, c'est la rentrée de Miladinovic, parce que parfois Miladinovic vient... il est aussi au niveau de Mouefek et il apporte parfois quelque chose, mais là c'était une mauvaise idée, parce que Miladinovic n'a strictement rien apporté, à part au contraire il a offert des opportunités aux Clermontois en fin de match. On parlait de régression les émissions précédentes, hein. Il faut savoir quand même, entre la première journée et la 10e journée, on est 3e au classement. Entre la 10e journée et celle-ci, la 19e, on est 7e au classement. Et au coup d'envoi, on était 6e. Et au coup d'envoi, on était 6e, hein, puisqu'il y avait eu des matchs, bien sûr, lors de cette 19e journée qui ont eu lieu la veille et le samedi après-midi. Donc, ça devient, moi, je trouve ça très inquiétant. Je pensais vraiment qu'ils allaient dominer la rencontre face à des Clermontois diminués. Hein. Tu l'as dit, Eric, notre ancien Stéphanois Kader Bamba n'était pas sur le terrain. CV également, qui plantait des coups francs avec nous. Et contre nous. et contre nous aussi, quand il avait le maillot de peau. Mais tout ça, je trouve très très inquiétant, la rencontre auquel j'ai assisté à Geoffroy Guichard samedi soir. Et il n'y a pas grand chose qui peut me rassurer. Alors, si on a appris le retour de blessés là, ces dernières heures, qui feront sûrement du bien, mais ça pose quand même souci. Il y a 7 points d'écart avec le leader, les Troyens. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, qu'il n'y a plus qu'une place pour la montée ? C'est pas les points, moi, qui me font peur. Je te donne la parole. C'est plus le niveau de cette équipe de Troyes. Donc pour préparer l'agenda, j'ai regardé 3 contre Reims, hein, puisque Reims c'est notre prochain adversaire. Et un beau match. Et c'était un très beau match. Et donc je vais pas parler de Reims, je vais parler de Troyes. Mais on voit des mouvements, des combinaisons qui sont même en Ligue 1, que l'on ne voit pas en Ligue 1. En ce moment, ils sont sur une autre planète, les Troyens. Et s'il n'y a pas d'accident de leur côté, on les reverra pas, ça c'est sûr. Donc c'est plus
le niveau de 3, c'est pas les points. Donc en effet, il n'y a plus qu'une place. Donc l'équation, elle se complique un petit peu pour les Stéphanois parce qu'ils n'ont pas de chance. Ils tombent sur cette année sur une équipe de 3 qui est on fire, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, avec un attaquant qui va certainement aller dans un grand club l'année prochaine. Donc il n'y a plus qu'une place automatique à aller chercher. Donc le match contre Reims est ultra important. 3 restent sur 4 victoires d'affilée, je crois. Hein. Donc effectivement, ils ont un collectif impressionnant, meilleur que le nôtre. Après, non, rien n'est joué pour moi. Si on reçoit à 3, si on les bat, on revient à 4 points. Sachant qu'au match aller, on les a quand même sacrément malmenés. 3-0 à la mi-temps et on peut finir le match beaucoup plus tranquillement si notre coach fait d'autres choix. Donc oui, pour l'instant, tout tourne en faveur des Troyens, mais le championnat n'est pas fini. Et moi, je crois encore la possibilité de les rattraper. Ok. Sur la physionomie du match, est-ce qu'à un moment donné, vous ne croyez pas que nos Stéphanois, les Verts, ils font plus peur à personne ? Quand tu vois cette équipe relativement jeune de Clermont poser autant de soucis à Saint-Étienne, et quand tu vois que Saint-Étienne est incapable pendant les 45 premières minutes de se créer des occasions, de devenir dangereux, est-ce que vous ne pensez pas par rapport au début de saison, hein ? C'est sûr que les Clermontois auraient pu venir à Geoffroy Guichard vraiment regrouper derrière et puis en espérant choper un point, et puis là ils sortent de Geoffroy Guichard avec des regrets puisqu'ils sont venus pour la gagne en fait, hein, et puis ils ont failli gagner, et puis peut-être qu'ils méritaient encore une fois mieux, même si il y a un pénalty flagrant qui a été refusé au Vert, qui aurait pu faire 2-0, ça peut changer aussi la donne effectivement, mais oui, je te rejoins. Donc on fait plus peur à domicile depuis pas mal de temps, même si pour une fois on a réussi à s'imposer, même si c'est sur des scores, la petite démarche, mais bon, c'est sûr que on est loin des attentes. Ouais, je trouve qu'il faut relativiser quand même la faiblesse de cette équipe clermontoise, parce que je vais te citer les entrants. Maximiliano Cofriez, qui a fait 3 années de Ligue 1, qui a fait la main. Ouais, exactement. Mathis Touraine, ex-PFC. Lui, c'est un bon joueur, hein, lui. Très bon joueur. Vital Nsimba, 3 saisons de Ligue 1. Diedou, il marque au moins 7-8 buts par saison en Ligue 2, à chaque fois. Donc c'est pas, je veux dire, en tout cas sur le banc, donc c'est des joueurs dont ils veulent se séparer, hein, certainement, parce qu'ils ont plus d'argent, clairement, mais sur le papier, rien que les rentrants, tu vois, là je t'ai résumé, et c'est pas, faut relativiser quand même. Il faut pas cracher sur cette victoire, parce que on l'a dit suffisamment ici, tous les matchs de Ligue 2 sont difficiles, et donc moi je suis très content qu'ils aient gagné, même 1-0. Parfois il faut savoir gagner 1-0. Tu parles des entrants, il y a eu un quadruple changement, c'est assez rare, faut être signalé. Ouais. Mais l'entraîneur clermontois, moi il m'a bien plu. Que ce soit sur ses changements, mais aussi sur son état d'esprit et ses remarques. Probant. Ouais. Bien. Ok, on va faire une première pause musicale, puisque vous voyez pas trop de soucis. En tout cas, on a relativisé. Un premier titre musical, donc, avec le Clermontois qui nous a quittés prématurément il y a 2-3 ans déjà. C'est Jean-Louis Murat avec le titre « Au Mont sans souci ». La magnifique comptine de Jean-Louis Murat au Mont sans souci, un clin d'œil à la Bourboule au-dessus de Clermont. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot, et on revient avec cette victoire stéphanoise face au Clermontois pour le compte donc de cette 19e journée de championnat. Messieurs, vous croyez pas que nos joueurs, j'ai cette impression que certains ils sont un peu usés? Tu penses à Tardieu? Ouais. Et d'autres beaucoup plus jeunes, vu que notre coaching, le coach ne fait pas ou très peu de changements, où il attend les dernières secondes.
Et on a vu 2 joueurs avoir des crampes à la fin. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est très très mal coaché, et est-ce que les joueurs ne sont pas usés? Oui. Alors il l'a dit lui-même qu'il y avait il y a un manque au milieu de terrain. Il aimerait bien avoir un joueur de plus. C'est la seule chose qu'il a dit. Et tu vois, quand souvent les journalistes n'arrêtent pas de lui dire, et alors le mercato, voilà, il a quand même admis que le milieu de terrain était pas assez fourni à l'heure actuelle. Pierre et quoi? Et voilà, c'est le poste de Pierre et quoi. Mais après, je rembobine et on l'a dit. Mais bon, si, chers auditeurs, vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit très souvent ici, on a dit que cette saison, elle a commencé très tôt pour l'effectif stéphanois. D'ailleurs, c'est la volonté de Horneland. Ils ont commencé bien avant les autres. Et c'est vrai que il y a un essoufflement. Et puis la pause de janvier a été ultra courte cette saison. On a rattaqué pied au plancher avec plein de matchs. Donc, en effet... Voilà. Alors c'est vrai que concernant Tardieu, les joueurs un petit peu trentenaires, ils vont avoir du temps à se remettre, à reprendre le rythme. Donc moi je fais pas trop de soucis pour Tardieu, parce que il est pile poil dans ce cas-là, et on a vu que Jabert heureusement était là pour le seconder, parce que on l'a pas dit, mais il y a quand même des Stéphanois qui ont fait un super match samedi. Pour répondre à ta question, le problème c'est que sur le banc tu peux pas, à part Miladinovic, Mouefek, l'alternance des deux, mais sur un match très important, est-ce que un joueur de 18 ans, je rappelle qu'il est de 2008, c'est un 2008, le jeune joueur originaire de la Haute-Loire, aidez-moi. C'est Aymar, ouais, Paul Aymar. Mais il est rentré devant à droite. En plus, mais voilà, au milieu de terrain, tu veux faire rentrer qui? Gadek Bekou. Voilà, Non, mais pareil, il a 19 ans. Oui, mais il a déjà joué. Clairement, ils ont déjà joué avec des gars de 18 ans. Alors, son profil, c'est pire que c'est un Gatien avec 20 ans de moins. Mais il a déjà fait ses preuves avec le maillot vert. Sentinelle. Pour faire souffler Tardieu. Oui, non, mais c'est pas. Il va faire aucun. Gadek Bekou, il va la seule place qu'il peut jouer, c'est devant la défense, recevoir la balle, faire une place latérale à 5 mètres. Moi, je ne l'ai vu faire rien d'autre. Et c'est pas contre lui, c'est ses qualités, c'est son poste. Une sentinelle comme ça, ça va pas vous plaire, les gars, je vous dis tout de suite. La première prestation qu'il a fait sous le maillot vert était plutôt intéressante. Il s'était pas limité simplement à donner à gauche et à droite. Non, il avait proposé au milieu de terrain. Et puis franchement, avec un Tardieu fantomatique, moi j'ai l'impression qu'on joue à 11, quoi. Puisque là, ça pose quand même souci de voir cette équipe stéphanoise s'enliser tout au long de la première mi-temps avec un Tardieu mais fantomatique à tout point de vue, quoi. Il n'a absolument rien apporté dans le jeu, et quand je dis le jeu il est inexistant la plupart du temps dans cette rencontre. Alors oui, c'est stérile la possession que l'on a, mais c'est quand même, moi j'ai trouvé vraiment inquiétant si on peut appeler ça le fond de jeu stéphanois, puisqu'il se passe absolument plus rien. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus aller chercher sur les côtés pour déborder, et puis il y a toujours cette inquiétante lorsqu'on arrive à déborder, ou lorsqu'on se rapproche des 20 mètres, on a presque l'impression qu'ils n'ont pas le droit de tirer au but. Ça aussi, ça pose un grand souci, surtout que tu vois encore chaque journée, la dernière journée de Ligue 1, il y a 2 ou 3 buts qui ont été marqués sur des frappes qui ont été détournées. Et quand je vois qu'ils peinent à se rapprocher des 20 mètres, et qu'ils sont aux 20 mètres, et ils peuvent frapper, ils frappent pas, moi ça me rend fou. Le joueur le plus incisif offensivement, El Djamali, peut jouer un cran en dessous. Oui. Ça aurait permis de voir Cardona par exemple, il est rentré en temps additionnel, c'est ridicule, surtout pour sortir Stassin, pour le faire siffler par le chaudron, ça je trouve ça inadmissible. C'est lamentable. J'en parlais tout à l'heure, dans ce cas-là tu fais sortir Boaké qui est le buteur du match, le chaudron aurait applaudi Boaké, exactement, et il aurait applaudi la rentrée de Cardona, mais ça vraiment de jugeote de la part de notre coach. Oui, mais les jugeotes, c'est que sur plein de notions, il est complètement à la ramasse, le Viking. Autre chose, on a joué sans David Tachvili, vous trouvez pas que ça s'est senti? Bien sûr, c'est notre meilleur joueur offensivement depuis pas mal de temps, notre meilleur buteur également.
Donc oui, enfin, moi ce que je regarde encore une fois, c'est qu'on n'est pas aligné Cardona d'entrée, comme je viens de le dire, mais sinon oui, offensivement, on ne s'est pas procuré beaucoup de situations. Franchement, il y a Stassin 2 fois en première mi-temps, mais c'est très très timide, enfin une juste avant la pause. Et puis après, il y a Aymar à la fin qui est en très bonne position et qui manque la balle de 2-0. Mais sinon, oui, on n'a pas eu d'occasion, puisque Stassin a joué, effectivement, il a dézonné, il a joué très bas, après il s'est battu sur les ballons, il a essayé de batailler et puis d'apporter au collectif. Bouaki, en dehors de son but, on l'a pas vu. Et El Jamali, il a tenté, par contre, de secouer un petit peu le cocotier avec les qualités qui montent depuis pas mal de temps. Toujours un petit peu le même crochet, mais bon, il manque plus que la finition pour ce joueur. Il est intéressant, je trouve. Ouais, c'est clair que ça s'est vu. Mis à part El Jamali qui a de temps en temps fait créer des brèches dans la défense clermontoise. De fulgurance. C'est vrai que on le sait, hein, de David Ashvili, cette saison, c'est le facteur X. Alors heureusement, j'ai l'impression qu'il va mieux et qu'il sera là très prochainement. On va toucher du bois parce que il y a que lui qui a ce feu encore dans les jambes, qui peut déstabiliser une défense. Samedi, il y avait personne qui pouvait le faire côté stéphanois. Heureusement, on a notre Nigérian qui est là quand même, hein, parce que au niveau des stats, c'est pas mal depuis le début de saison pour Bouaké. Et donc voilà, quand David Ashvili est pas là, on voit plus grand chose, on voit moins de spectacles, on voit moins de percussions. Ouais. Et ce match, il aurait très bien pu finir sur 0-0 parce que les Clermontois, au bout d'un moment, ils voulaient, ça leur allait, hein, ils se seraient repliés et on aurait été encore plus loin des places de tête. Et, sachant que j'ai regardé le classement, on va y venir tout à l'heure, mais tout se resserre, hein, et encore une fois, hein, le match contre Reims va être ultra important. Heureusement, notre Géorgien sera là. Ouais, ces performances techniques ont manqué samedi soir. Allez, une dernière question, c'est pas une question, c'est un seul mot. Mercato, c'en est où ? Le coach a expliqué qu'il attendait aucune recrue, qu'il avait les joueurs suffisants et que les recrues pour lui, ça allait être les retours de blessures. C'est exactement ce qu'il a dit en conférence. Donc à savoir, lui il mise sur le retour de Dufus, de Hanan, et puis là il vient de récupérer Chico Lamba. Donc voilà le discours du coach. Ouais. Et David Ashvili, finalement aussi un petit peu, mais c'est pas blessé. Oui, bien sûr. Mais pas de mercato. S'il y a quelque chose, ce sera un milieu de terrain et pas forcément dans le profil qui serait opérationnel tout de suite pour performer. En plus, au mercato d'hiver, tu trouves pas de joueurs comme ça, hein, qui sont très bons dans un autre club. C'est rare quand même, ou alors tu surpayes, donc c'est pas trop la politique de la maison qu'il meurt. Donc je pense que ils ont misé là-dessus en début de saison et ils vont continuer jusqu'au bout. J'ai l'impression que de toute façon, c'est les seuls à avoir mis de l'argent. Et donc que les critiques les touchent à peine et pour l'instant ils sont assez tranquilles. Du coup j'ai pensé que tu allais mettre le mot sans souci en référence à Kilmer qui vit ça hyper bien. Finalement il y a que nous qui stressons. Ouais. Eux j'ai l'impression que tout va bien. Ça commence à gronder en COP, ça commence à gronder ici et là, donc on verra bien la suite, hein, mais ouais, l'année dernière, ils avaient fait la grosse bêtise de ne pas renforcer durant le mercato hivernal, surtout dans le niveau défense, hein, puisque ça pêchait carrément, quoi. Non, tout va bien, on va continuer comme ça. Là, maintenant, on est au niveau inférieur, on vise évidemment, et ils visent la montée, et il y a toujours absolument rien du côté de Kilmer. Donc, est-ce que c'est pas aussi une autre erreur, quoi, d'année en année, ils comprennent pas leurs erreurs, et sachant qu'on paye cher, ça. C'est hyper délicat, je trouve, autant hors de land, voilà, on a entendu les sifflets, tu me l'as rappelé. Moi, je trouve que ça serait plutôt ça qu'il faudrait faire, parce que faire des actions contre Kilmer, je trouve que ça serait vraiment risqué,
parce que on a parle attendu. pas d'action, là, je parle simplement non, mais du d'action. mercato. Non, mais je veux dire, voilà, si tu vois Kilmer, cassez-vous. Par exemple, du style, hein, je caricature, je sais pas si, je pense que j'espère que ça arrivera jamais, mais ce genre de banderole, c'est pas une multipropriété, donc il y a pas ce côté identité volée, voilà. Alors c'est des Canadiens, mais ils font tout pour que prouver leur attachement, en tout cas à Saint-Étienne, même s'ils sont pas souvent là. Mais on a attendu pendant combien, 20 ans que quelqu'un ait un petit peu d'argent pour rallumer la flamme de ce club qui a des millions de supporters partout dans le monde. On a ce groupe, ce serait vraiment risqué de les brusquer. On n'a pas maintenant. attendu 20 ans. Attends, t'oublies quand même le passage de Galtier pendant 7 ans au sein du club. Et quand même, Oui, il y avait un petit peu d'argent, mais je veux dire, avec l'état du foot actuel, c'est inespéré. Ouais, mais bon, moi ce que je remarque, c'est leur passivité sur des moments clés comme le mercato. Et comme au milieu de terrain, moi je trouve que c'est une grosse lacune depuis le début de saison, et il y a moyen de faire quelque chose, et il se passe absolument rien. Les latéraux, on a toujours Benold qui est aligné alors qu'il n'est pas défenseur de métier, et on voit qu'une fois de plus il est trop juste, et je trouve ça un peu foufou, c'est tout. Vous commencez à me rejoindre sur Benold. Oui, Parce qu'il y a quelques temps, vous disiez que c'était un bon choix qu'il soit. Moi, j'ai dit que c'était un bon choix. Après, c'est pas lui rendre service. Moi, je l'ai vu très en difficulté contre la JOCR. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un club de Ligue 1, mais bon, ils sont dans les dernières places. Tout passé couloir gauche, quoi. Et ça continue. Après, bon, on a enfin un latéral droit là pour l'instant avec le jeune Pedro qui a fêté sa première titularisation. Donc ça avait l'air, il a fait son match, hein, Pedro. D'ailleurs, le but vient de son côté. Mais côté gauche, voilà, Benold, moi je préfère devant. Hein. Moi j'ai préféré le match de Benold que celui de Nadé. Hein, on est d'accord. Je parlais de latéraux, moi. Non, mais voilà, mais en défense, si tu veux pas prendre de but, vaut mieux avoir. Pour le match de Clermont ? Ah oui. Nadé est passé totalement au travers. Tu vas pas être d'accord avec nous, avec Olivier, on a parlé de toi dans la tribune. Ouais. Ah non. Là, tu veux pas le défendre. C'est pour ça que ça sifflait dans mes oreilles. Tu veux pas le défendre, là. Si. Bon. On va passer à un deuxième titre musical avec un autre groupe clermontois, un groupe tout récent. Il s'intitule Dragon Rapide, et le titre c'est Something New. Dragon Rapide avec le titre Something New. Ça sent le rock des années 90 avec ce groupe clermontois. Retour dans l'émission, donc coup de tête. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée sur le match Saint-Étienne-Clermont, c'est les tops et les flops, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je vais commencer par le verre à moitié vide. Nadé, dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau des relances, il a vraiment pas brillé. Hold, dans les errements défensifs, aurait pu coûter cher. Il s'arrête totalement sur l'occasion de Bellache. Et puis Tardieu, sans influence au milieu de terrain, et plutôt lent dans les transmissions. Pour pas te répéter, je rajouterais Miladinovic, qui a fait voilà, on voit que le ballon lui colle au pied, mais il n'arrive pas à orienter le jeu correctement, et même il a failli nous coûter un but à un moment sur une mauvaise passe. Perte de balle. Ouais. Bon, moi c'est le fantomatique Tardieu, c'est évident pour moi, et ce milieu de terrain qui peine à créer du jeu, quoi. Allez, le top, le verre à moitié plein. Jabert, on sera d'accord, je pense, qui a été actif. Il a gratté pas mal de ballons, il a mis de l'impact, lui, au milieu de terrain. Larsonneur, même si certains ballons au pied, franchement, ça aurait pu être beaucoup mieux en première mi-temps. Certaines relances qui ont laissé à désirer. En tout cas, il s'est montré impérial sur une triple occasion. Donc c'est grâce à lui que Clermont n'a pas marqué. Et puis El Jamal, j'avais parlé tout à l'heure, je trouvais offensivement c'était le joueur le plus intéressant, quelques très bons contrôles, quelques très bonnes prises de balles. Après il lui manque le dernier geste,
Et puis encourager le jeune Pedro pour sa première titularisation à droite, derrière. Le chouchou de Geoffroy Guichard. Il a été vraiment applaudi. Alors faut dire qu'il est sorti de l'autre il a fait tout le tour. Mais je me rappelle de son premier match où il avait déjà crevé l'écran. Et le public stéphanois l'a un petit peu... c'est un peu le chouchou. Donc faut saluer ça. Et puis je rajoute Jabert, évidemment. Est-ce que ça voudrait dire... son activité, est-ce qu'il sent que le club va recruter à son poste? C'est peut-être un bon signe. Moi, je rajouterais Boaquier qui a marqué tout simplement, et quand il est là, c'est quand même beaucoup mieux. Dernière question. Vous êtes d'accord avec les sifflets sur Stassin? Pas du tout. Très sévère pour moi. Comme on l'a dit, donc il n'a jamais été servi, jamais en bonne position. Il a quand même fait un travail pour l'équipe, pour le collectif. En première mi-temps en particulier, il a joué dans des petits périmètres. À chaque fois, ce qu'il a fait, il l'a bien fait, j'ai trouvé. C'est ce que j'ai dit après match, puisque je suis allé le réconforter. Il était avec son père. Mais non. Et puis, encore une fois, c'est le timing à la fin qui fait que le coach décide de le sortir dans le temps additionnel au profit de Cardona. Et là, le chaudron, enfin, certains supporters l'ont sifflé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marqué. Ok, mais enfin, c'est lui quand même qui sert Boaquier sur le but. Tout à fait. Faut pas l'oublier. Alors, j'étais dans la confidence et je vais un petit peu plus loin parce qu'il se trouve qu'on a eu la chance, c'est Eric qui a gagné des places et on a pu donc côtoyer Stassin et son père. Et le père à Stassin, lorsqu'Eric a félicité Lucas pour son match, a rajouté que c'était ça qu'il fallait, que son fils voulait entendre. Donc on voit que c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance. Et les sifflets, ça va faire qu'une chose, c'est le pousser encore un petit peu dans le trou. Moi, je milite pour que le prochain penalty, on lui donne. Et franchement, il suffit de pas grand-chose. Je pense qu'un petit but, même sur penalty, et ça va en réenclencher parce que il a ce truc. Il a dans les déplacements, dans le sens du but, il a quelque chose, ce joueur, et il faut juste que ça, c'est la théorie du ketchup que vous connaissez. Il faut juste que ça revienne, et quand ça va revenir, ça va à nouveau être pas mal. Moi, j'étais peiné du match de Stassin parce que effectivement il s'est démené pendant tout le long qu'il est resté sur la pelouse. Il a fait des appels à n'en plus finir et puis il hésite pas et tout, à gauche, à droite, et puis finalement il est très très peu servi, quoi. Très très peu servi. Et à un moment donné, il a le réflexe sur un centre d'El Djamali, c'est dévié par Boifek. C'est dévié. Et il a quand même le bon réflexe, et il y a le super barré du portier clermontois, Guy Varche. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais je suis peiné de le pas voir servi, parce que je m'attendais vraiment à ce que Stassin il marque face à Clermont et qu'il en marque à 1, 2 voire 3, quoi. Je m'attendais vraiment à ça, parce que j'avais trouvé Clermont au match aller pas si bon que ça, quoi. Et puis là, moi j'ai l'impression qu'on est au niveau du Clermont d'il y a quelques mois, et je trouve ça inquiétant. Enfin voilà. On va enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors ce samedi, les Stéphanois se rendront à Reims à 20h. Alors, que dire de cette équipe de Reims? Dire qu'on les connaît bien, puisque c'était cette équipe qui est venue éliminer le Puy Foot il y a 15 jours, alors qu'ils auraient dû sortir de cette Coupe de France. Je rappelle que le Puy a raté un penalty pendant le match, et que le Puy a tenu la dragée haute très longtemps. Il ne s'incline qu'au tir au but. Donc... il y a des choses que cette équipe de Reims ne fait pas si bien que ça. Là, pour preuve, alors faut dire que le terrain du Stade Massot était pas propice à avoir du joli jeu. Mais face à Troyes ce week-end, donc ils affrontaient l'Estac ce week-end sur la pelouse de l'Estac. Bon, c'est vrai que l'Estac, on l'a dit, sont un peu sur une autre planète en ce moment, mais les Rémois ont déçu, je trouve. Ils ont quand même évolué en 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps. Et ils se sont quand même inclinés 2-1 en marquant à la dernière minute, à la 92e, grâce à leur japonais Nakamura. Alors il faut quand même se méfier,
parce que même au Puy, moi j'ai vu des qualités dans cette équipe rémoise, et notamment leur combativité, parce que se sortir de ce bourbier du stade Massot, même pour une équipe de Ligue 2, eh ben, c'est pas évident. On a vu que Montpellier l'année dernière, qui était en Ligue 1, s'était fait sortir. Donc Reims a montré beaucoup de combativité, et notamment j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain Théo Léoni, le Belge, qui d'ailleurs j'ai acheté sa carte sur Sorare immédiatement, qui m'a impressionné, et c'est lui qui a offert le but à Nakamura le week-end suivant. Très très bon Belge. D'ailleurs l'entraîneur de cette équipe rémoise depuis quelques temps, il est belge, il s'appelle Karel Guéret, et bon voilà, cette équipe de Reims, elle veut elle aussi monter en Ligue 1. D'ailleurs, elle s'est renforcée cet hiver. Alors certes, Teddy Thomas était acté, il est reparti en Belgique, mais ils ont recruté 2 jeunes joueurs, et quand même pas les moindres, puisque Samuel Koto, 22 ans, de la Gantoise, qui était dans l'équipe du Cameroun à la CAN, et a rejoint les Rémois là, cette semaine. Et puis Yacine Benatab, qui est un jeune joueur assez talentueux de Nantes, pour pallier le départ du Belge Teddy Thomas. Donc voilà, une équipe qui ressemble à Saint-Étienne, c'est un peu notre portrait, parce que c'est une équipe qui descend de Ligue 1 elle aussi, et qui veut tout faire pour remonter, et qui a quand même des moyens. Donc voilà, je pense que les Verts, s'ils font le même match que A3, ça peut le faire. Mais il faudra quand même faire attention, parce que je l'ai dit, il y a des qualités en défense. Palois, qui a une sacrée expérience, et puis devant Nakamura notamment, et puis ce jeune Théo Léoni au milieu de terrain, qui est impressionnant. Geoffroy Guichard, pour la phase aller, pour moi c'était le meilleur match à Geoffroy Guichard. On avait gagné 3-2, et ce qui était bien, c'est que Reims n'a jamais fermé le jeu. Donc je m'attends, j'espère, au même genre de match, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, ça va aller d'un but à un autre. Effectivement, s'il n'y a plus Thomas du côté rémois, moi je trouve que ça me soulage, parce que ça a été le meilleur sur la rencontre Saint-Étienne-Reims au mois d'octobre. Voilà, on verra. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric? Lucas Tassin avait signé un doublé à l'aller, avec un super but de Miladinovic, on s'en souvient. Dernier match à Delon, on l'avait remporté. C'est un match un petit peu qui redonnait de l'espoir aux Verts. On pensait se maintenir en battant Toulouse. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. On se retrouve en Ligue 2. C'est un match qui oppose la deuxième meilleure équipe à domicile contre la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Donc ça risque d'être un match relativement intéressant. On est à 2 points devant le stade de Reims. Et l'arbitre, c'est un monsieur Kiradji, Marco. Ok, samedi 20h, donc au stade de Reims, et tu y seras, Eric? Ah oui, au stade de l'Aune, bien sûr. Pas de dossier sur M. Kiradji? Non, c'est pas si mal, Kiradji, c'est pas si mal. Ah, tu vois. Ouais. On enchaîne avec les coups de cœur, évidemment. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour le nouveau livre de Benjamin Danet, bien connu des supporters stéphanois, puisqu'après avoir longtemps œuvré pour But Saint-Étienne, il est l'une des plumes de Tribune Verte, le seul magazine consacré à notre club de cœur. Déjà auteur de Ils ont tué les Verts et les 50 meilleurs joueurs de la SS. Il vient de sortir aux éditions Scotty Les Verts 76, l'épopée comme vous ne l'avez jamais lu. Donc l'angle est original, à savoir recueillir le témoignage des personnalités du monde politique, sportif, artistique ou médiatique, qui ont accepté de se replonger 50 ans en arrière pour parler du lien qui les unit à l'AS Saint-Étienne, donc que ce soit François Hollande, Jean Lassalle, Bernard Lavillier, Pierre Arditi, François Berliand, Muriel Robin, Daniel Gilbert, Jacques Vendroux, Jean-Jacques Bourdin ou Guy Dru. Ils sont 35 au total, donc c'est très intéressant, et puis on peut picorer de ci de là sans forcément suivre l'ordre des pages. Je vous en recommande la lecture. De mon côté, je vais vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors même si les événements m'ont un petit peu contredit, parce que c'était pas si bon enfant que ça, on prend les défauts de l'Europe, y compris dans les tribunes. Je veux parler évidemment de la finale où il y a eu des heurts du côté du Sénégal. Il y aurait tellement de choses à dire, on pourrait même faire une émission sur cette finale, tellement il y a des choses à dire. Mais j'ai bien aimé donc la passion qu'a suscité cette finale, qui était en clair en France. C'est le seul pays, les autres s'en foutent complètement.
Bon, nous c'est notre histoire, donc normal. Mais en clair, beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé. Alors sur le cours du match, il n'y a pas eu énormément de jeux, mais par contre la prolongation et puis cette tension avec le penalty, la Panenka manquée par Brahim Diaz. Voilà, alors bien sûr on savait que le Maroc serait avantagé, hein, et ça date pas d'hier, hein. Le Qatar a fait gagner Messi, la France on a été largement avantagé en 98. Il y a plein de choses comme ça sur les pays qui accueillent les Coupes du Monde et les événements. Donc on n'est pas surpris que le Maroc soit avantagé sur une compétition qu'il accueille. Mais par contre, on devrait, mais on n'est pas dupe. On sait très bien qu'un pays qui accueille est légèrement avantagé, voire même très avantagé. Donc ce que je voulais souligner, c'est le magnifique prolongation des Sénégalais, le magnifique but et cette belle victoire d'une équipe que l'on rencontrera à la Coupe du Monde. S'ils ne sont pas pénalisés, eh bien il y a du pain sur la planche. Les Sénégalais pourraient bien nous sortir une nouvelle fois de la Coupe du Monde. J'ai aimé le clean sheet du match Saint-Étienne-Clermont, le retour des blessés et bien sûr le magnifique but de Dembélé avec le maillot du PSG. On enchaîne avec les coups de tête parce qu'il nous reste 1 minute 30. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Donc coup de tête pour l'élimination 1-4 à domicile face à l'AS Monaco en Coupe Gambardella, pour les sifflets d'une partie du Chaudron envers Stassin. Et puis Olivier, t'as parlé de la CAN, même si la compétition a sacré l'ancien vert Papio et puis Mamadou Sarr, le fils de Pape, pour les incidents déplorables en finale qui ont écorné une nouvelle fois l'image du football. Je n'ai pas apprécié le coaching d'Orneland sur le match de ce week-end, sortie de Stassin pour Cardona pour simplement 2 minutes 30, donc ça je trouve ça fort café. J'ai pas aimé bien sûr moi l'arbitrage de la CAN. J'ai regardé Maroc-Cameroun il y a une semaine, 10 jours, je sais plus. J'ai tenu 20 minutes. C'était imbuvable puisque tout était sifflé en faveur du Maroc. Donc pour moi ça avait aucun intérêt. Alors je me suis régalé pour d'autres rencontres de cette compétition, mais là pour moi c'était too much. Faut pas nous prendre aussi pour des ânes, enfin voilà. Et bien sûr la main non sifflée du Clermontois dans la surface de réparation, tout le monde le voit et même l'arbitre le voit puisqu'il est à côté, mais il siffle pas. Ça c'est extraordinaire. Je sais pas pourquoi il siffle pas, mais bon il a décidé de ne pas siffler. Vous aussi vous l'avez vécu. C'est incroyable. Incroyable. Bon, voilà. Allez, je vous mets 30 secondes la causerie de Courbis dans la série L'étoffe des héros là, où il parle à son équipe dans les vestiaires. Des buts évitables. Si au lieu de se disputer et de vouloir montrer sa troisième couille que nous n'avons pas, on montre un deuxième cerveau qui peut-être nous permettra d'être plus malin et plus intelligent et plus comédien, et que l'un d'entre nous arrive lui à faire expulser avec 2 cartons jaunes un de nos adversaires, celui-là on l'applaudira. Merci Olivier. Coup de chagrin pour coach Courbis. On se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur cette rencontre entre le Stade de Reims et la SSE samedi 20h. D'ici là, bis à l'œil et allez les Verts. Bonne semaine, allez les Verts.